Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un discours plus qu'offensif que le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a prononcé contre l'avortement le 8 octobre dernier, alors qu'il participait à un atelier sur le droit à la santé sexuelle et reproductive des jeunes à Grand Popo. Le chef du Parlement béninois estime que la légalisation sur l'avortement est une négation de la vie à un enfant, un as du complot de l'Occident contre les pays pauvres, se cachant derrière le paradigme de la nouvelle éthique mondiale et ignorant royalement tous les référents sociologiques et anthropologiques qui déterminent l'identité africaine. Un pavé ainsi jeté dans la mare qui relance le débat déchirant sur l'avortement au Bénin, au moment même où les parlementaires examinent actuellement une loi sur la santé sexuelle et reproductive au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Nous faisons le débat avec Christelle Medaro. Vous êtes donc activiste féministe, juriste en formation. Vous êtes par ailleurs biologiste médical en service à l'ANTS, Agence nationale pour la transfusion sanguine, pour le compte bien sûr de l'antenne départementale Atlantique Littoral. Bonjour et bienvenue. Exactement. Bonjour, monsieur le journaliste. En face de vous, nous avons donc Da Azonreko. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes tradit, praticien, un sage qu'on ne présente plus. Vous êtes sur ce plateau pour partager avec nous les valeurs de la tradition africaine relativement à cette pratique de l'avortement. Et puis, nous avons également une troisième invitée, Viviane Tiberia. Ok, vous êtes médecin en formation à la faculté des sciences de santé de Cotonou. Vous êtes par ailleurs présidente de Medical Student for Choice Cotonou. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour monsieur le journaliste. Alors nous allons donc aussi un peu la voix, chère dame, sur le plateau. Cette fois-ci, nous allons donc faire, on va ouvrir l'émission avec un peu de la pédagogie. Alors je commence par vous, Christelle Medaro. Alors, quand on parle de l'avortement, de quoi il s'agit exactement? Quand on parle de l'avortement, on ne va rien inventer ici sur le plateau. La loi 2011 du 26 janvier 2012 portant prévention de la répression des violences faites aux femmes, en son article 3, dispose que l'avortement, c'est le fait d'employer des moyens ou substances destinées à provoquer l'expulsion prématurée d'un fœtus ou plus généralement l'interruption artificielle de la grossesse chez la femme. Donc, simplement défini, c'est le fait d'interrompre la vie en gestation, parce que, pour diverses raisons, simplement. Alors, est-ce que on peut considérer que l'interruption, ou bien, est-ce qu'il y a une différence à faire entre l'avortement provoqué et puis, parce qu'on parle souvent également des pets. Il y a des femmes qui perdent leur bébé sans pour autant le vouloir. Oui, les femmes qui perdent leur bébé sans pour autant le vouloir, ce n'est pas de l'avortement. C'est pas de l'avortement. Parce que l'avortement, c'est... Je ne sais pas. C'est à partir du moment où on va utiliser des substances, ou on va utiliser un matériel pour pouvoir expulser. Il y a une intention derrière. Il y a un acte qui est posé. Lorsque la femme n'a rien fait et que personne n'a rien fait, je pense que ça, on va l'appeler simplement fausse couche. Alors, fausse couche, effectivement. Alors, je vais retourner la question à Madame Viviane Tiberia. Ok, vous êtes médecin, vous êtes au fait donc de cette actualité-là, puisque ceux qui nous suivent actuellement doivent comprendre ce dont nous parlons, faire la différence entre les fausses couches et puis l'avortement. Est-ce qu'il y a une différence à faire à ce niveau, vous qui êtes au fait donc de cette actualité-là? Ok, d'abord pour l'avortement, que ce soit fausse couche ou autre, dans le jargon médical, c'est un avortement du moment où il y a une grossesse qui n'existe plus. Maintenant, les fausses couches sont considérées comme des avortements spontanés. Donc, on a les avortements spontanés et les avortements provoqués. Les avortements provoqués, ils peuvent être soit une interruption volontaire de grossesse, donc la personne elle-même, la femme elle-même, a décidé d'utiliser des méthodes
pour pouvoir, sans un avis médical forcément, interrompre sa grossesse-là pour des raisons qui ne sont pas forcément médicales. Et on a l'interruption thérapeutique de grossesse qui, dans ce cas-là, est indiquée par un médecin pour pouvoir sauver principalement la vie de la mère ou lorsqu'on voit que le fœtus n'est plus viable ou lorsqu'il y a des malformations. Donc, voilà la lumière que je peux apporter dessus. Alors, très bien. Je voudrais donc rappeler, après donc ce travail pédagogique effectué donc à l'entame de cette émission, que nous parlons bien sûr de l'avortement, essentiellement avec une intention derrière, une volonté manifeste qui amène l'homme ou un couple ou la femme volontairement à mettre fin à la vie donc, du fœtus qui gît en son sein. Alors, Je peux faire rapidement une précision. Oui, allez-y. Évidemment, j'ai apprécié que Madame Tibéria précise que sa définition, elle est médicale. Parce que quand on parle d'avortement en droit, vous ne pouvez pas sanctionner une fausse couche. Donc, à partir de ce moment-là, le juriste va plutôt se concentrer sur l'avortement qu'on a provoqué. Parce qu'il n'y a pas moyen de sanctionner une femme qui a fait une fausse couche puisque ça n'a rien de volontaire, en fait. Alors, voilà. Très bien. Je reste toujours avec vous avant de retourner tout à l'heure la parole à Da Azonrekon. Est-ce que le débat aujourd'hui qui se mène autour de la légalisation ou non de l'avortement est un débat qui tombe à pic? Est-ce qu'on a besoin de ce débat actuellement au Bénin? Est-ce qu'on en a Pour la besoin? Juriste que vous êtes, l'activiste que vous êtes. Est-ce qu'on en a besoin actuellement au Bénin? Je dis, si la loi a été envoyée à l'Assemblée nationale et que nos députés sont en plein besoin là-dessus, c'est forcément parce qu'il y a un besoin pour cela. Maintenant, il est difficile de se prononcer parce que quand on sait qu'il y a déjà une loi qui existe, on se demande quelle est l'amélioration qu'on veut apporter. Et ça, on n'a pas le test à disposition pour savoir si ce qu'on veut apporter de plus est opportun ou pas. Voilà. Alors, Da Azonrekon, vous suivez sans doute ce débat relatif à la légalisation de l'avortement de par le monde entier, notamment en Occident, en Amérique, en Europe. C'est un débat qui polarise donc la société donc occidentale aujourd'hui. Il y a des pro-avortement, des anti-avortement, des conservateurs, des modernistes et tout. Est-ce que vous qui êtes moulés dans la tradition africaine, vous pensez que les États africains, singulièrement donc le Bénin, a besoin d'aller vers l'adoption d'une loi qui légalise l'avortement? Merci, monsieur le journaliste. Pour moi, en tant qu'homme de la tradition, je crois bien que nous devons nous départir de cette méthode occidentale qui ne facilite toujours pas la vie aux Occidentaux. Dans notre tradition, je pense que l'avortement est un crime qui est proscrit. Si nous devons amener, nos dirigeants doivent amener nos députés à légiférer sur ce phénomène, je crois que c'est, pour moi, en tant qu'homme de la tradition, c'est une copie occidentale qu'on est en train de vouloir imprimer à notre société, alors que les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Je crois bien que depuis le temps de nos ancêtres, une femme ou un couple qui s'adonne volontairement à l'avortement sont parfois bannis dans certaines familles, sont rejetés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons tout copier de l'Occident jusqu'à copier les mauvaises habitudes? Ça doit laisser chaque Béninois à réfléchir pour voir si cela vaut la peine. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, la civilisation occidentale, ce que moi j'appelle la dépravation, la civilisation occidentale a gagné la nôtre et nous sommes obligés de faire avec. Mais il faut savoir tirer le bon grain de livret. Vous avez également suivi Da Azonrekon, vous avez suivi quelques bouts de l'argumentaire tenu, défendu par
ce qu'on pourrait appeler donc les pro-légalisation avortement, qui estiment que puisque cela se passe dans la clandestinité, il va falloir légiférer pour que la femme, si elle en a envie, puisse se débarrasser, vous m'excusez dans l'expression, du fœtus, parce que bon, pour elle, elle estime qu'elle n'est pas peut-être prête encore pour garder le bébé, et peut-être le père ne veut pas assumer, peut-être la précarité, la fragilité économique également ambiante fait que la peur gagnant donc le cœur, elle pourra se débarrasser de cela. Et vous savez également que l'avortement qui se fait dans la clandestinité est à la base donc de beaucoup de pertes en vie humaine. Est-ce que ceux qui tiennent ce discours n'ont pas peut-être raison? Je crois que dans ce contexte, il va falloir que les parlements en Afrique soient dotés d'un type de suivi. Et les lois qui doivent être votées doivent être étudiées par une autre cour des sages avant que les députés ne se prononcent sur certaines choses nous concernant. Voilà, nous sommes en train de vouloir débattre de quelque chose dans notre studio et personne parmi nous n'a copie de cette loi. C'est déjà mal parti. Pour moi, c'est mal parti. Il faut vulgariser le texte pour que le peuple dont il s'agit soit au même niveau de compréhension avec nos députés avant qu'un texte ne soit voté. On nous met tous dans l'obscurité comme ça et on vote des lois pour nous. Pour nous. La loi n'est pas votée pour les députés, c'est voté pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? L'avortement en principe, comme l'a expliqué Madame Oké, si ça vient de façon involontaire, je crois que ça doit être accepté par nous tous parce qu'il faut sauver la vie de la mère. Mais ceux qui s'adonnent à cette pratique de façon volontaire, il faut les réprimer, il ne faut pas les encourager. Alors, très bien. Justement, dans cette même veine-là, je vais tout à l'heure donner la parole à Madame Oké, qui va sans doute se prononcer sur ce débat donc déchirant. On a suivi le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui s'est opposé à toute intention, à tout projet de légalisation de l'avortement au Bénin. Je vous donne quelques extraits donc de ce qu'il a dit. Il dit, je cite, « L'avortement est une négation de la vie à un enfant. La légalisation sur l'avortement est un acte de complot de l'Occident contre les pays pauvres, contre l'Afrique, se cachant derrière le paradigme de la nouvelle éthique mondiale. » Il continue et il dit que l'avortement est une négation de l'égalité même entre l'homme et la femme. L'avortement est la mort d'une société car partout la pratique a eu cours, la société a vieilli. Alors, Madame Oké, est-ce que vous êtes pro ou anti avortement ou légalisation de l'avortement? Vous qui êtes médecin. Avant de commencer, je voudrais revenir sur la question que vous avez demandé. Est-ce qu'il y a nécessité de ce débat? Je vais apporter ici l'information parce que beaucoup ne savent pas. Si les femmes meurent pour cause de grossesse ou de complications de grossesse au Bénin, quand on classe, l'avortement vient en 3e position. Certains même vous diront en 2e position. C'est-à-dire que le besoin y est. Qu'on légalise ou non l'avortement, les femmes continueront toujours à avorter et ça va continuer de les tuer. J'ai lancé une page personnellement sur les réseaux sociaux en tant que Dr V, mais par semaine, minimum 4 femmes m'écrivent. En tant qu'activiste en communauté Medical Student for Choice, mais je ne peux pas vous sortir le nombre de femmes dans le besoin en fait. D'avorter. En fait, quand j'entends dire, par exemple, est-ce que ce n'est pas une réalité de l'Occident, c'est quelque chose auquel on fait face ici tous les jours. En communauté, premier cycle, qui connaît Guinness et Cédaspi pour avorter. Ça, ce ne sont pas des méthodes occidentales pour avorter, non. C'est de chez nous, ici. Imaginez-vous, premier cycle, moins de 18 ans, je leur donne maximum entre 12 et 15 ans qui savent cela. Donc pour moi, ce débat-là a nécessité d'être dans notre contexte. Maintenant, dire pro ou non avortement de ma position de médecin,
je pense qu'ici, je vais beaucoup plus éclairer l'opinion parce que il y a beaucoup de données, comme l'a dit Da, qui ne sortent pas, que les gens ne savent pas. Bon, la loi qui a été promulguée, la loi de la santé sexuelle et reproductive du 3 mars 2003, je pense, la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 autorise l'avortement sous 3 conditions. Dans le cas où la vie de la mère est en danger, dans le cas où il y a des malformations du fœtus ou qui n'est plus viable, ou dans le cas d'un viol ou d'un inceste. Ce qui est question ici, c'est que le décret d'application de cette loi, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été pris. Vous parlez donc du protocole de Maputo? Non, je ne parle pas du protocole de Maputo, parce que le protocole de Maputo, le Bénin l'a bien ratifié et ajoute la santé mentale, lorsque la santé mentale de la femme est en jeu. Pourtant, le Bénin a bien, je ne maîtrise pas le langage juridique, Elle est là, mais elle est là, mais je sais que le Bénin a quand même accepté ce traité international-là du protocole de Maputo qui précise que la femme peut avoir recours à une interruption volontaire de grossesse lorsque sa santé, il précise encore santé mentale. Vous vous direz pourquoi ce pléonasme? Parce que la santé n'est pas que le bien-être physique, non, mais prend en compte aussi le bien-être social, prend en compte la santé mentale. Donc, si le protocole de Maputo a fait ce pléonasme-là et a ajouté santé mentale, c'est que ils étendent le protocole de Maputo, mais plus même d'ouverture à que notre loi nationale. Parce qu'il y a, il faut le dire, hein, lorsque il y a l'avortement, il y a forcément des séquelles psychologiques, voilà. Même sans avortement, une femme qui n'est pas prête à garder une grossesse, quand elle voit un test de grossesse positif, c'est d'abord un choc psychologique pour elle. Et c'est pour ça qu'elle doit avorter? Non, je ne dis pas ce pourquoi une femme doit avorter ou non. Moi, ce n'est pas ma principale. Vous qui avez lancé votre page Dr V et vous à qui de milliers, de centaines de femmes, ils vous envoient donc des messages exprimant le besoin d'aller vers l'avortement. Est-ce que conseillez-vous à ces femmes-là justement? Personnellement, ce que je vais conseiller et ce que tout professionnel de santé fera, aucun professionnel de santé ne peut venir, même si l'avortement est légalisé, se jeter sur une femme et lui dire, quand elle vient, je te fais avorter. Ça, c'est dans la clandestinité que ça se fait. Ils veulent prendre de l'argent et quand la femme vient en même temps, on enlève tout. Le professionnel de santé qui vient, quel que soit le geste, vient et vous explique. Voici tel, tel et tel. Voici les avantages, voici les inconvénients de l'acte que vous êtes appelé à faire. En tant que professionnel de santé, je ne prends aucune décision pour un patient. Je l'oriente et en fonction de ses choix, il choisit. Mais vous avez prêté le serment d'Hippocrate, non? Oui, et même pour sauver la vie. Oui, pour sauver la vie. Et même, voilà, c'est là où le débat devient très intéressant. Parce que pour sauver la vie, vous savez, quand une femme est décidée à avorter, il y a certaines que vous récupérez, les indécises, à travers votre speech. Mais il y a certaines femmes, quel que soit ce que vous allez dire, quand elles sont décidées à avorter, elles vont avorter. Et donc, est-ce que parce qu'on espère sauver une vie, on va laisser en perdre deux? C'est là que la question se pose. Et moi, je dis, peut-être, légaliser l'avortement, ce pourquoi les gens sont le plus réticents, c'est parce qu'ils se disent que c'est la porte ouverte à la débauche et à tout. Une étude réalisée par PSI Bénin montre que plus de 80% des femmes qui ont recours à l'avortement sont des femmes mariées. 16% de célibataires. C'est-à-dire quoi? Ce que la population pense est que c'est la plupart, c'est la dépravation des mœurs, les jeunes et tout. Ce n'est pas le cas. Si plus de 80% des femmes qui ont recours à l'avortement sont des femmes mariées, il y a des questions qu'on doit se poser sur notre conception sociale des raisons qui sous-tendent l'avortement. Sur le sujet. Alors, justement... Si vous me permettez, monsieur le journaliste. Voilà, oui, rapidement, pour que je redonne la parole tout à l'heure à Madame Christelle. Pour moi, je crois que le problème ne doit pas être posé sous l'angle de voter un test ou pas. Il faut que nous repartons dans le système éducatif de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire
pour que les filles, à partir de bas âge, prennent conscience de si je fais ceci ou cela, ça peut me donner une grossesse. Il faut que l'éducation là commence. Ne laissons pas les femmes au foyer ou hors foyer là. Attraper une grossesse pour aller à l'avortement et nous allons... Vous embrayez sur l'une des manches de l'émission. On va tout à l'heure parler donc de ce qu'il faut faire pour prévenir. Je retourne la parole à la juriste qui est sur le plateau, Christelle Medaro. Est-ce que la légalisation de l'avortement, est-ce que vous-même en tant que femme, en tant que juriste, activiste, est-ce que vous y tenez? Personnellement, en tant que femme, j'estime qu'il faut un peu d'humilité par rapport à la question. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moi particulièrement qui déciderai pour les autres. Et comme a dit tout à l'heure Madame Tibéria, une femme qui veut avorter, elle trouve tous les moyens d'avorter. Moi, j'ai participé à une enquête sur l'avortement clandestin où il y avait une jeune fille qui avait avorté. Elle a estimé que quand elle était allée voir une sage-femme, la dame étant d'une certaine religion n'a pas voulu l'aider. Donc, elle est calmement rentrée. Elle a cherché, elle a trouvé quand même des remèdes qu'on lui a donnés. Et quand elle est revenue, elle est venue devant l'hôpital. Et elle a pris ses produits. Parce qu'elle était consciente qu'au pire des cas, la dame allait la récupérer quand même au portail. Parce qu'elle aurait déclenché et il n'y aurait plus moyen d'arrêter. Donc, fondamentalement, j'ai l'impression que quand on parle de la question d'éducation pour pallier à l'avortement, ça nous met dans une situation à long terme. Alors que tous les jours, les agents de santé reçoivent des femmes qui veulent avorter. Qu'est-ce qu'on fait sur le champ? C'est ça qui est la principale préoccupation à mon niveau. Et on légalise cela? Est-ce qu'on doit légaliser pour offrir un cadre législatif, un cadre réglementaire aux professionnels de la santé que vous êtes d'arriver à l'avortement? De toute façon, je pense que depuis 2003, le législateur béninois a déjà trouvé utile de légaliser. Donc, c'est déjà légalisé sous condition. Mais maintenant, cette fois-ci, le débat que mènent les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, c'est de laisser les femmes disposer de leur corps comme en Occident. Et évidemment, dans le protocole de Maputo, on parle de santé de la femme et on précise santé mentale. Seulement que dans la loi que nous avons votée au Bénin en 2003, on a simplement parlé de santé. Et on précise qu'il y aura un décret d'application qui va préciser les conditions. Mais jusqu'à aujourd'hui, le décret n'est pas sorti. Et si le décret ne sort pas, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'applicabilité de la loi, dans l'applicabilité de la loi, il y a un problème. Puisqu'on ne connaît pas exactement quelle est la directive que le décret va donner. Donc pour moi, le débat qu'on fait aujourd'hui n'est qu'un prolongement de ce que nous avons commencé depuis 2003. Alors, je reprécise le sens de ma question, Madame Christelle Medaro. Oui. Est-ce que vous pensez qu'une femme qui n'a ni problème de santé, ni problème de maladie, pas de problème de santé mentale et tout, est-ce que la femme béninoise aujourd'hui, est-ce qu'on peut voter une loi pour lui permettre à tout moment lorsqu'elle le souhaite d'interrompre une grossesse? C'est la question que je vous pose. Moi, je veux dire, je ne veux pas prendre la place des autres, leurs décisions. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est quoi? Mais si c'est une loi qui est votée, vous ne pouvez plus rien faire. La loi est là, les femmes peuvent en disposer et aller vers l'avortement. Mais c'est là où il faut faire la précision. Que la loi soit là ou pas, les femmes font ce qu'elles veulent. C'est là la question. Que la loi soit là ou pas, au prix de leur vie. Elles peuvent tenter une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. 3 fois. Donc, elles ont conscience qu'elles prennent un risque. Et quand on arrive à ce niveau-là, il faut... Pour moi, c'est comme un aveu d'impuissance. Parce que je ne peux pas dire, OK, on ne vote pas la loi parce que si on vote, c'est à ce moment-là que les femmes vont commencer à voter. Non, elles avortent déjà. Donc, la loi ne sera qu'une façon de définir clairement le cadre juridique de l'avortement, simplement. D'accord. Alors, Daz Ondekon, je vais vous patienter quelques secondes. Daz Ondekon, quelles sont les implications en termes de conséquences de l'avortement provoqué
chez la femme dans notre culture, au plan social, spirituel, culturel? L'avortement, proprement dit, dans notre tradition, si vous procédez à l'avortement, ça veut dire que vous avez tué un être humain. Donc, on peut vous considérer comme un assassin. Un assassin. C'est pas comme. Vous êtes considéré. pas comme. Vous êtes assassin. Donc, vous êtes assassin. Oui. Dans notre tradition, c'est ça. Maintenant que nous savons tous, nous sommes tous conscients que les femmes s'adonnent à cette pratique tous les jours. Est-ce que c'est pour autant que l'État béninois va accompagner ces femmes dans cette disposition? Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Je pense bien que la spécialiste vient de dire qu'une loi a été votée en 2003 et qui a cadré la chose. Il vaut mieux qu'on s'en tienne à cette loi pour ne pas aller au-delà. Alors, je reste avec vous, à Zonrekon. Est-ce que l'avortement provoqué, que le phénomène soit officiel ou officieux, est-ce que dans nos familles, dans nos cultures, dans nos collectivités, ça participe à un déséquilibre mental, social? Est-ce que ça, c'est à la base de la démence que nous constatons parfois? On dit que c'est... Nous devons catégoriser l'avortement. L'avortement qui est arrivé suite à des malaises, suite comme l'a dit, à une santé sociale, c'est-à-dire l'incapacité de l'homme et de la femme de pouvoir gérer ça, c'est encore accepté. Mais puisque nous ne voulons pas de cette grossesse, il faut avorter là. C'est ça qui est le danger. Pourquoi dirons-nous que nous ne voulons pas de cette grossesse alors que nous avons posé les actes sexuels et nous savons pertinemment que si nous posons les actes sexuels, ça peut nous amener à la grossesse. Est-ce que quelqu'un qui atteint un bébé et qui dit j'ai peur de ne pas pouvoir le nourrir peut se lever et avorter? C'est un crime. Parce que notre tradition a dit ceci. Vous nous expliquez rapidement en français? Oui. Chaque être humain, Dieu l'amène sur terre et le dote de quoi il doit survivre. Mais puisque vous n'avez pas aujourd'hui les moyens, qu'est-ce qui prouve que demain vous n'allez pas avoir les moyens et vous allez interrompre la grossesse volontairement? Et si après avoir interrompu cette grossesse-là, vous n'arrivez plus à procréer, vous devenez un problème pour la société. Et ça amène parfois des femmes à devenir sorcières. Parce que sa copine, sa soeur, sa coépouse, autour d'elle, tout le monde a d'enfants, sauf elle. Sauf elle. Elle devient donc aigrie. Imaginez ce qu'elle devient dans la société. Il vaut mieux que le cadre de 2003, là, nous respectons ce cadre législatif pour ne pas ressembler aux Occidentaux. Vous voyez le problème que ça... En tout cas, les conséquences en Occident, nous sommes en train de voir ça. Et sur un autre plan, prenez toutes les sociétés occidentales pour voir à quel taux il y a de vieillesse. Et prenez la société africaine pour voir à quel taux il y a la jeunesse en Afrique. Pourquoi les Blancs vont nous aider à aller à leur école tout le temps, alors que le défi qui atteint l'Afrique n'attend plus les Occidentaux. Il vaut mieux que nous acceptons avoir une classe de jeunesse qui pourra nous accompagner demain. Très bien. Alors, quand je vous écoute à Zonrekon, j'ai l'impression que j'ai en face de moi le président de l'Assemblée nationale qui a dit... Je suis le président de l'ONG FAG, Force africaine de guérison. Voilà. Et c'est à ce titre que je suis ici. Voilà. Donc, justement, le président de l'Assemblée a dit que l'Afrique avait besoin de bras valides. Oui. Et que le vieillissement ne doit pas l'entretenir sur le continent africain. D'ailleurs, les statistiques montrent que d'ici 2050, l'Afrique deviendra le continent où déjà il y a plus de jeunes que sur d'autres continents. Vous piafiez d'impatience de prendre la parole, Madame Oké. Alors, vous avez sans doute suivi Da qui a expliqué pourquoi
il fallait s'en tenir à ce cadre de 2003 et ne pas légaliser l'avortement, même si la pratique a cours. Il a expliqué également que c'est une pratique qui est condamnée et qui fait appel donc à des conséquences dans la culture béninoise. Des conséquences fâcheuses, oui. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord que le cadre de la loi de 2003, là, il n'est pas bien précisé. On dit lorsque la vie de la mère est en danger. Mais quels sont ces indicateurs de la vie, là? Une femme qui a une dépression et quand quelqu'un a une dépression, par exemple, là, il a un ralentissement, il ne peut même pas bien marcher. Même manger, ça conduit même à certains à se suicider. Est-ce qu'avec cette loi-là, la vie de la mère, si on pose le diagnostic de dépression chez une femme, elle est autorisée à avorter? Même la vie, on n'a pas précisé quels sont ces indicateurs. Est-ce que c'est sur la santé physique, mentale ou autre? Même lorsqu'une femme est violée aujourd'hui pour une interruption volontaire de grossesse, une femme ne peut pas venir violer en tant que médecin. Vous allez la recevoir directement. Non. Elle doit d'abord partir prendre un accord juridique chez, je ne sais pas, un juge, en tout cas, il y a la juriste qui est là, elle va mieux nous dire, avant que vous ne la receviez. Mais regardez, même cette loi de 2003 n'est pas encore bien cadrée. Le décret d'application de la loi jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore pris. Il y a encore de flou. Oui, il y a trop de flou. Et vous aviez dit qu'une femme qui veut avorter comme ça, si elle vient, aucune femme n'avorte pas plus plaisir. Aucune femme ne se lève et décide, oui, je veux avorter. Mais non. Une femme qui dit, madame, ok, une femme qui dit, j'ai peur de ne pas pouvoir nourrir le bébé qui va naître dans l'œuf. Oui, ça est-ce que c'est une raison valable? Non, voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Et non, une femme qui veut juste avorter. Aucune femme ne veut juste avorter. Mais est-ce que pour vous, cette raison est valable? Le fait d'avoir peur de dire, bon, écoutez, dans 9 mois, je ne suis même pas sûr de pouvoir nourrir l'enfant. Et on se lève et on avorte. Mon opinion personnelle. Non, en tant que spécialiste déjà même de la santé. Non, en tant que spécialiste de la santé, en tant que spécialiste de la santé, je ne fais aucun choix pour un patient. Mais par contre, je peux lui dire, si je connais, si c'est la raison pour laquelle elle vient, je peux l'envoyer vers certains gens qui peuvent l'aider. Et c'est là où moi je salue la législation de l'avortement parce que même si on veut aider ces femmes-là, si vous ne leur permettez pas de venir à l'hôpital pour les recenser, comment est-ce que vous pourrez les orienter vers des gens qui sont dans le besoin? C'est là où le problème se pose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dès qu'on va légaliser l'avortement, vous avez aujourd'hui la possibilité, vous m'excusez un instant, vous avez la possibilité aujourd'hui de jouer un peu sur ce que vous appelez donc le flou de la loi pour essayer donc de conscientiser la femme qui vient avorter pour une raison bien pour une autre. Mais dès que ça sera donc légalisé, si vous tentez de la conscientiser, elle peut vous opposer la loi. Non. En fait, c'est là même que ça vient. Dans les pays où l'avortement est légalisé, il y a moins d'avortements. Je ne dis pas d'avortement clandestin. Vous pouvez partir faire vos recherches. Il y a moins d'avortements simples que d'avortement en général que dans les pays où les lois sont restrictives. Je vous explique un peu pourquoi. Je ne sais pas si vous regardez les films, mais même dans les films, les pays où l'avortement est autorisé, quand une femme vient, on lui dit, vous êtes sûr de votre décision d'abord, ok, au programme et tout. À cause des raisons qui peuvent sous-tendre cela, si on ne leur permet pas de venir à l'hôpital, comment est-ce que vous saurez que c'est pour des raisons économiques et vous allez l'orienter vers une organisation non gouvernementale qui peut l'aider? Non. Dans ce sens, la loi est bienvenue. La loi est bienvenue. Et de deux, en plus, même si au pire des cas, en fait, ce qu'on dit ici pour ça, c'est qu'au lieu de perdre deux vies, on en garde une. Si au pire des cas, elle devrait avorter, les soins complets d'avortement prennent en compte la partie planification familiale. Quand vous venez pour un avortement sécurisé à l'hôpital, dès que au pire des cas, il y a avortement, elle est systématiquement mise sous une méthode de planification familiale parce qu'on est conscient que c'est parce qu'il y a une grossesse non désirée qu'il y a eu avortement. Donc, une femme qui vient à l'hôpital pour un avortement ne peut plus avorter une deuxième fois. Très bien. Alors, le temps, on me signale que le temps file très vite. On a encore quelques petites minutes à passer ensemble rapidement sur ce sujet-là. Avant donc de sortir de cette émission, je vais donner donc la parole à Madame Christelle Medaho. Vous avez suivi le débat entre Daz Ondekon. Vous avez également suivi le débat, l'argumentaire développé par votre collègue Madame Oké. Alors aujourd'hui, face à tout ce qui se dit, le débat est au Parlement. La commission des lois a reçu une association de professionnels de la santé en cours de semaine pour essayer donc d'éclairer leur avis et tout ça.
Alors, quel juste milieu il faut trouver aujourd'hui pour ne pas heurter la culture, les sensibilités également, ne pas aider les femmes à plus se débarrasser comme ça donc des vies humaines, des fœtus et tout. Alors, comment faire pour s'en sortir? Justement, comme j'ai dit tout à l'heure, la loi, elle est là depuis 2003. Et c'est justement pour ne pas heurter les sensibilités qu'on a fini par mettre dans le dernier alinéa qu'un décret pris en Conseil des ministres fixe la procédure et le contrôle des conditions légales de l'IVG. Et jusqu'à aujourd'hui, le décret n'est pas sorti. Et donc, quelle est exactement la procédure? Comment est-ce qu'on contrôle les conditions? Ça, on ne le sait pas encore jusqu'à aujourd'hui. Et on ne sait pas pourquoi le législateur laisse cette tâche-là plutôt à un décret qui va sortir par la suite. Quand on saura alors, à travers un décret, quelles sont les conditions, les procédures de contrôle et puis les conditions, on saura exactement où on en est. Le problème, c'est que le débat de base me met encore toujours dans l'ambiguïté. On ne sait pas exactement. Pour moi, il vaut mieux clarifier pour qu'on sache exactement à quoi est-ce qu'on s'en tient. Maintenant, tout à l'heure, Da disait que chaque enfant vient avec ce qui, avec ce qui doit ce qu'il doit manger. Ce qu'il doit manger. J'ai le doute automatiquement de ce qu'il doit manger. Moi, personnellement, pour avoir vu autant d'enfants de rue, même quand je venais tout à l'heure, j'en ai vu au bord de la voie ce matin à 7 heures qui me demandent déjà de quoi manger, très sale. Vous savez qu'ils sont dans la rue depuis longtemps. Et donc, on connaît aussi plein d'histoires d'enfants à qui on a donné naissance, puis après on a jeté. Le problème, c'est que notre société est démissionnaire de sa mentalité. Quand vous ne voulez pas de l'avortement, il y a quelque chose qui est essentiel. On n'est même pas capable de garantir aujourd'hui à une femme qui est enceinte et qui dit « je ne peux pas en prendre soin ». La société n'est pas capable, quand il défend les droits de vie de cet enfant-là, de se dire « quand elle va accoucher, on va mettre l'enfant dans telle et telle condition ». Peut-être que si ça, au moins, ça existait, beaucoup de femmes accoucheraient sous 10. Et la société qui se sent responsable de ces vies-là s'en occupera. Donc, vous interrogez le cadre familial, les collectivités, les communautés. Est-ce que vous pensez à peut-être qu'on instaure un fonds de solidarité nationale pour prendre en charge ces enfants? Je veux bien voir ça. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, même les enfants qui finissent par devenir orphelins et tout, on sait les problèmes qu'on a dans notre société. Et on n'est pas assez responsable de nos choix. D'accord. Parce que si à la date d'aujourd'hui, on était convaincu que quand un enfant naît dans des conditions difficiles, la société en prend soin, le débat serait moins... il y aurait moins de polémique autour du débat. Mais quand on estime que l'enfant qui naît est entièrement de la responsabilité de ses parents, c'est à ce moment-là qu'une mère se dit « je ne peux pas en prendre soin, donc je n'en veux pas ». Très bien. Alors, on va faire un dernier tour de table pour sortir donc de cette émission. Je commence par vous, Da Azondé. Et moi, je pense que j'ai posé le problème. Le problème est plus éducatif que le vote de loi. D'accord? Et la professionnelle vient de parler de méthodes contraceptives. Nous l'avons en Afrique, plus efficace que ce qu'on vient nous imprimer. Que les médicaments. Nous avons des méthodes contraceptives en Afrique. Si elles sortent d'ici, elles n'ont qu'à me demander. Mais puisque nous sommes en direct rapidement. D'accord? Oui. Donc, il vaut mieux que nous revenons à notre tradition. Voilà, on dit quelque chose. Je fais un enfant, je dois attendre de la société l'éducation de cet enfant. Ce n'est pas une pratique de notre société. On veut ressembler à l'Occident. Je fais un enfant, je deviens conscient à partir du moment où je donne grossesse à une femme. Il y a problème d'inconscience. Il faut que l'éducation prenne en compte tout ça là pour que nous repartons sur de nouvelles bases. Nous, on a vu nos parents qui étaient plus pauvres qu'aujourd'hui, mais qui nous ont mis au monde. Moi, je suis né de 2 parents pauvres, très pauvres. Mais ça n'a pas empêché que je sois ce que je suis aujourd'hui. Si on avait interrompu votre grossesse, peut-être qu'on n'aurait jamais le cas. Ben justement, c'est ça. La preuve, c'est que ma maman a fait 6 garçons et 5 sont morts. Et je suis le seul. Survivant. Vous voyez ce que je dis. Et c'est pourquoi quand on parle d'avortement, je rougis. Moi, je n'ai jamais procédé à ça et à mon âge, maintenant, je pense que je ne peux plus le faire. Fini. Oui, j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Da Azondé. Alors, voilà, madame, ok. Merci, monsieur le journaliste. On va aller très rapidement. Oui, je voudrais dire ici que
Le problème pour les avortements clandestins, parce que ce sont les avortements clandestins qui ont conduit à cette loi, la prévention est de 3 zones. Elle est primaire, secondaire et tertiaire. Et comme vous l'avez dit, la prévention primaire, c'est à travers l'éducation, à travers apprendre une sexualité responsable. Maintenant, le fait est que 16 femmes sur 100 adoptent une méthode contraceptive au Bénin, qu'elle soit naturelle, est-ce qu'on connaît et tout. Moi, je connais certaines naturelles qu'on nous a appris au cours de botanique et tout, mais qui ne sont pas vulgarisées. Donc, 84 femmes ont la chance de contracter une grossesse non désirée et qui pour la plupart vont conduire à des avortements qui mettent leur vie en danger. D'où cette prévention secondaire-là vient pour encadrer le cadre légal pour que, au pire des cas, s'il devrait y avoir avortement, leur vie soit gardée et qu'elle ne procède plus à un autre pour éviter maintenant la prévention tertiaire pour qu'on n'en vienne pas à des complications. Merci à vous. Très bien. Alors, Madame Christelle, un mot de fin. Merci beaucoup. Ce que moi, je voudrais qu'on garde surtout à l'esprit, c'est que la loi ne sera pas un ticket pour que les femmes aillent se faire avorter. La loi sera un ticket pour qu'on ne perde pas de vie, pour qu'on puisse gagner une vie lorsque celle-ci met en danger une autre. Donc, l'avortement existe déjà dans notre société. Il ne faut pas le voir comme une ouverture. Il faut voir la loi plutôt comme une loi qui vient pour repréciser les choses, pour définir le cadre. Et c'est en cela que moi je dis qu'il faut laisser le débat se faire. Et on espère vraiment que le contenu du projet de révision de la loi sera mis à disposition pour que nous sachions exactement ce qu'il y a à l'intérieur et le débat sera un peu plus clair. D'accord. Merci donc à vous, Madame Christelle Medaro. Je rappelle que vous êtes activiste féministe, juriste en formation. Vous êtes par ailleurs biologiste médicale en service à l'ANTS, entendez Agence nationale pour la transfusion sanguine, pour le compte bien sûr de l'antenne départementale Atlantique littorale. Et on avait également sur ce plateau Madame Viviane Tiberia Oké, médecin en formation à la faculté des sciences de santé à Cotonou. Vous êtes la présidente de Medical Students for Choice Cotonou. Et puis un sage sur le plateau d'Azonricon, tradit praticien, un sage qu'on ne présente plus, qui est bien entendu assis dans la tradition africaine. Il défend l'identité, les valeurs, la culture africaine. Merci de nous avoir suivis. C'est un débat parmi tant d'autres. Le sujet vient ainsi donc d'être lancé. On se retrouve sans doute prochainement pour un autre plateau avec d'autres invités. Au revoir.